sur le marché étant nécessairement un petit peu plus cher, ça va impliquer une population un petit peu plus riche qui vient en ville. Néanmoins, les objectifs qu'on s'est fixés pour pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de la population est en gros d'avoir un tiers à peu près de logements subventionnés, dont les loyers sont inférieurs à peu près à 200 francs le mètre carré, un tiers de logements qui se situent en gros entre 200 et 280 francs le mètre carré, qui sont les logements en général à loyer contrôlé et à prix coûtant à l'heure actuelle, et puis un tiers de logements qui se situe au-dessus de ces prix-là, qui peut être soit dans le marché libre, soit dans le PPE. C'est ces objectifs-là que la ville se fixe sur les parcelles dont elle est propriétaire. Hein. Pour le reste, évidemment, on n'a pas d'influence. Merci. Vaudot, j'ai une petite remarque plutôt sur la densité, parce que la densité, ça se mesure, mais pas ici, et c'est pas si facile. La densité paraît, dans beaucoup de ces projets, très faible, me paraît très faible. Alors je me rappelle d'avoir lu des villes qui sortaient de leur mur ancestral au XIXe siècle, alors que des villes suisses affichaient une certaine urbanité, comme Genève, Zurich, Lausanne prétendait toujours à ne pas vouloir baisser la courbe de niveau, ne pas vouloir baisser l'image qu'on pouvait en avoir. Je m'étonne qu'il y ait une densité encore si faible sur des surfaces qui ne sont pas des collines, mais en plus d'immenses plateaux, comme les plaines du Lot et Malais. Alors un parc à Malais, j'ai un petit peu de peine à comprendre ça par rapport aux besoins imaginables à venir. Là, cette remarque sur la densité, il faudrait aller beaucoup plus loin dans des estimations pour entrer sérieusement en matière. L'autre point, c'est sur la maîtrise foncière qui est absolument incroyable, qui est soviétique, donc on arrive à des 100%. Est-ce qu'on va réussir à en faire une maîtrise de l'offre du logement un tout petit peu durable, sachant que la plus grande partie des formes de propriété finissent par tomber dans le marché libre, qu'on pense à la coopérative, je pense même, ou... Est-ce que c'est le DDP, la règle générale, qui va l'emporter dans ces immenses projets, ou quoi, pour... Évidemment, à partir du moment où ça retombe dans le marché libre, ça retombe entièrement dans la spéculation. Voilà, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai fini. Bon, sur les densités, je n'ai pas les densités ici exactes en tête. Sur le projet des fiches, vous avez entièrement raison, on est en moyenne densité. Donc c'est des données qui, pour une part, étaient fixées dans le plan général d'affectation. Pour des parcelles qui vont être développées, ont aussi été négociées entre les propriétaires voisins, etc. On avait peu de possibilités d'aller beaucoup plus loin, sauf à reporter le développement du quartier de plusieurs dizaines d'années. Bon. Pour ce qui est de Malais, ça a été l'objet de beaucoup de discussions entre les services de la ville, les communes de renom et de Prilly, avec des visions différentes. Bon, le choix finalement s'est arrêté sur ce projet-là. Pour ce qui est des plaines du Loup, ce que je peux vous dire sur les plaines du Loup, c'est que les densités ont été passablement augmentées depuis le résultat du groupe d'urbanisme. Hein. On a, je n'ai tous les chiffres exacts en tête, mais on a dû augmenter de plus de 100 000 m² les surfaces constructibles. On est à quand même plus de 7 étages construits sur le front de route, donc on a fait une augmentation des densités importantes. Effectivement, on n'est pas dans de l'hyperdense sur l'ensemble du quartier. Après, il faut faire attention à une chose, hein, en Suisse et à Lausanne notamment, mais dans toute la Suisse, on est soumis sur toutes ces procédures à la démocratie directe, et on sait qu'il y a des résistances importantes sur les densités. Donc, elles doivent aussi à la fin faire l'objet d'un arbitrage entre la volonté de faire aboutir un projet et puis des visions peut-être plus théoriques de ce que serait une densité idéale en termes de développement de la ville. Puis maintenant sur la maîtrise foncière, alors je ne peux pas vous donner des raisons sur le fait que tous les immeubles finissent à la fin au marché libre. C'est principalement l'intérêt d'avoir une maîtrise du sol et les droits de superficie. Il faut savoir aujourd'hui que sur les derniers droits de superficie que la ville de Lausanne a mis à disposition d'investisseurs privés, le contrôle des loyers s'opère sur les 90 ans de la durée du droit de superficie.
C'est donc un vrai contrôle durable en termes de marché locatif qui s'opère et qui permet de s'assurer ce type d'objectif. Je dirais que c'est bien l'importance d'avoir les terrains publics, c'est de pouvoir équilibrer un peu le marché du logement. À l'heure actuelle, ce qui se développe sur les parcelles propriété de la ville à Lausanne, c'est 30% de l'activité immobilière lausannoise. Ce qui signifie que 2/3 à peu près des nouveaux logements se construisent sur des parcelles privées. Donc il y a un effet correctif important évidemment qu'on souhaite sur les parcelles communales. Probablement qu'avec la réalisation des grands projets, les proportions vont un petit peu changer, parce que c'est vrai que les réserves constructibles de Lausanne sont essentiellement sur des parcelles publiques. D'autres questions ou précisions? Oui, juste je vois le développement du projet Métamorphose d'un très bon œil, la modification apportée beaucoup de plaisir, un peu en retard, avec beaucoup de... On s'était parlé d'ailleurs, il y a de ça 6 ans. Moi, juste une question concernant finalement 1000 logements qui seraient mis à disposition des coopératives. Donc, vous avez précisé qu'en effet, il y a un appel d'offres qui avait été lancé pour la déclaration d'intérêt. On sait que ce sera des petites coopératives. Maintenant, je ne comprends pas bien le souci finalement de la maîtrise des différents projets menés par ces coopératives, puisqu'au final, il y aura un plan de quartier, il y aura des règles établies, comme actuellement n'importe quel privé construit dans un PGA, et s'en sort. Enfin, je ne vois pas bien le problème. Le problème, il est différent. D'abord, souvent les coopératives arrivent avec un architecte. C'est le cas de beaucoup de petites coopératives. C'est pas forcément gênant en tant que tel, du tout. Simplement, je veux dire, il y a aussi une cohérence. Dans un cas, on nous dit qu'il faut ouvrir le jeu du point de vue architectural et faire des concours, et puis dans l'autre, on arrive avec un projet qui en général est établi. Donc je dirais qu'il faut qu'on puisse s'assurer de ce point de vue-là qui respecte en tout cas les standards souhaités par la ville. D'où l'idée peut-être d'avoir une commission de construction qui permette d'accompagner les projets et puis cas échéant aussi leur permettre d'évoluer. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, beaucoup de ces petites structures coopératives sont en création parce qu'on n'est pas dans un marché alémanique où les coopératives d'habitants ont déjà un parc important derrière elles et puis finalement ce sont des investisseurs qui ont les reins financiers solides et qui sont en mesure d'investir. Donc elles ont parfois des problèmes de fonds propres et d'accès aussi au marché des prêts hypothécaires à des conditions avantageuses qui peuvent être des handicaps au développement d'un projet et notamment au développement d'un projet qui garantit des logements à des loyers accessibles. Puis troisième contrainte, vous avez des toutes petites coopératives qui se créent avec 5, 10, 15 coopérateurs qui ne sont pas forcément en mesure non plus d'assurer la pérennité du projet coopératif. Et il y a parfois aussi différents modèles. Il y a des coopératives de propriétaires qui sont un modèle possible, qui est aussi un modèle qu'on peut mettre en place. Mais si on souhaite des coopératives de locataires, il faut qu'on puisse s'assurer aussi que quand les gens partent, les jeux sont ouverts, que n'importe qui peut devenir coopérateur de la société, etc. Donc il y a un certain nombre de garanties de ce type-là à obtenir, et probablement aussi des regroupements entre des coopératives en gestation à opérer, pour que les gens regroupent leurs énergies et aient finalement la taille critique qui permet d'assurer la pérennité de la structure coopérative. C'est ça, je dirais, l'enjeu. Et l'enjeu est compliqué à Lausanne parce qu'on part un petit peu de rien, pas tout à fait de rien, il y a peu de coopératives, il y a quelques coopératives, mais il y en a peu, et c'est, je crois, à la fois un défi stimulant pour la collectivité que de pouvoir construire avec ce type d'investisseurs, et pas uniquement avec des gros investisseurs institutionnels, mais c'est aussi une difficulté. Merci, bonjour. J'aimerais simplement que vous expliquiez un peu plus ce que vous entendez par éco-quartier. Quelle est la différence par rapport à un quartier normal? C'est économique, écologique. Maintenant, on construit avec des économies d'énergie, on isole. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à ces quartiers? Alors, je parle sous le regard attentif de ma chef du service du logement qui me corrigera si nécessaire, mais disons, c'est des logements qui sont compatibles avec la société à 2000 watts, qui a